Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Merci pour votre fidélité pour ce deuxième numéro de notre émission Les grandes questions d'actualité qui va se pencher sur la question des constitutions africaines. Nous recevons avec nous M. Albert Bourgi, professeur des universités agrégées de droit public, mais surtout grand politologue. Ses interventions sur ces sujets-là sont très attendues par les grands publics. Bonjour, professeur. Bonjour. Avec lui, nous recevons aussi notre confrère, le cher Vokuma Joachim. Vokuma Joachim est journaliste sur le Faso.net. Merci d'être là, cher confrère. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des constitutions, les constitutions africaines et la grande tentation de leur manipulation. Généralement, le refrain est connu. Quand on veut s'y mettre, on ne change pas une équipe qui gagne. Le peuple veut que le président poursuive le combat pour le développement de notre pays. L'expérience et la clairvoyance de notre président, ses relations privilégiées avec les grands de ce monde militent en sa faveur. Il faut donc lui donner un dernier mandat. On aura tout entendu sur ce sujet et généralement, voilà les raisons que les gens avancent pour rester au pouvoir. Professeur, quelle est d'abord votre première réaction sur le sujet, les constitutions africaines et la grande tentation de leur manipulation? Oui, je crois que vous avez prononcé le mot de manipulation, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au fond, les constitutions disent une chose et dans la pratique, on essaye de faire dire autre chose aux dispositions constitutionnelles. En l'espèce, que ce soit aujourd'hui la constitution du Burkina Faso, hier la constitution bien évidemment du Congo Brazzaville, ça l'est encore aujourd'hui, hier je disais la constitution du Cameroun et bien d'autres pays où on a insisté purement et simplement à des espèces, pardonnez-moi de le dire, de bric-à-brac constitutionnel qui consiste tout simplement à rendre absolument néantes les dispositions qui limitaient précisément le mandat présidentiel à deux. Donc cette limitation à deux, d'ailleurs, a été, on l'oublie bien souvent, un des principaux acquis des revendications de la fin des années 80, début des années 90, lorsque précisément ces revendications ont abouti tantôt sur ou à des conférences nationales, abouti à cela, tantôt à des révisions constitutionnelles qui venaient en quelque sorte, comment dirais-je, inscrire une nouvelle ligne concernant deux aspects principaux. C'était d'une part l'encadrement de la fonction présidentielle et d'autre part la réhabilitation du suffrage universel. Et pour ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la réhabilitation du suffrage universel et précisément l'une des revendications, c'était non pas de modifier simplement le statut ou les attributions, mais de faire en sorte que ce qui se passait à ce moment-là et qui se passe hélas aujourd'hui, c'est-à-dire cette pérennisation du pouvoir, ne se produise plus et qu'on en arrive au fond à limiter le nombre de mandats et bien évidemment en même temps limiter la durée du mandat. Et on a insisté petit à petit au fil des ans, ça c'était le début de la décennie 90, il y a eu quelques révisions, on a assisté donc à des accrochages sérieux, ensuite il y a eu la décennie 2000 et aujourd'hui on est dans la décennie 2010, j'ai envie de dire, en 2014, où il y a de nombreux chefs d'État qui vont voir en tout cas leur mandat échoir soit en 2015, soit en 2016, et qui, bien évidemment, tentent de prendre... Justement, professeur, on va revenir sur ces statistiques-là, oui. On va les donner tout à l'heure. Et merci de votre introduction. On va demander à notre confrère Vokuma Joachim, alors qu'est-ce qu'il pense, lui, de ce que le professeur vient de dire, et surtout du thème de cette émission. Je pense que l'émission de 20 News tombe à pic. Parce que c'est un sujet qui fait polémique dans plusieurs pays, que ce soit au Burkina, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Burundi, où il y a effectivement des volontés du parti au pouvoir de modifier l'article qui limite le nombre de mandats présidentiels pour que le président en place puisse se présenter à nouveau. Moi, ce que je peux dire de ce qui se passe, ce que révèle cette volonté de réviser à tout prix la Constitution, c'est que ça révèle pour moi un manque de leadership. Premièrement, l'alternance, évidemment, ça passe par le texte, la Constitution. Lorsqu'on respecte la Constitution, il y a alternance dès à la fin du mandat prévu par la Constitution. Et le leadership, ça passe aussi par le respect de la Constitution. Et la deuxième chose que ça révèle pour moi, c'est ce que les juristes appellent le degré de juridicité d'une société. C'est-à-dire la capacité
ou l'attachement au respect de la règle du droit. Et je pense que nos sociétés africaines, sur ce point, donnent beaucoup à réfléchir. Et je pense qu'on n'est pas au bout de ce débat-là. Voilà, surtout de nos peines, on va dire comme ça. Merci, chers confrères. Je vais vous lire les statistiques, comme ça on verra bien à quoi on s'engage. Alors, les statistiques sur la question de la durée de vie des chefs d'État africains au pouvoir sont ahurissantes, tenez-vous bien. Sur les 19 chefs d'État qui ont accédé au pouvoir au dernier siècle, 14 d'entre eux, issus des pays africains, s'accrochent toujours à leur fauteuil. 14 d'entre eux, sur 19. Parmi eux, 4 présidents sont toujours en place depuis plus de 30 ans. 4 présidents sont toujours en place depuis plus de 30 ans. Toujours selon ces mêmes statistiques, 8 sur 10 de ceux qui ont accédé au pouvoir il y a plus de 20 ans sont toujours africains. Enfin, on va dire sont africains, on ne va pas dire toujours, mais sont africains. Et donc, la monopolisation, la question qui vient tout de suite, la monopolisation du pouvoir est-elle un mal africain? Non, je crois que c'est un mal de toutes les autocraties. Il se trouve simplement que les autocraties sur lesquelles on se penche sont les autocraties africaines. J'ai envie de vous dire, aller dans certaines ex-républiques de l'Union soviétique, on a pratiquement le même schéma. Si vous prenez le cas du monde arabe, c'est un peu le même schéma. Omar el-Béchir, certes, il est sur le continent africain, mais il se réclame d'un certain nombre de, comment dirais-je, de valeurs arabo-musulmanes. Donc, je crois que c'est vrai que ce qui est frappant, c'est le nombre important, en tout cas, de dirigeants africains qui sont concernés désormais par cette limitation des mandats et qui cherchent justement tous les moyens pour s'en sortir. Par contre, si vous voulez, un peu à contrario de ce qu'on vient de dire, à savoir que c'est un état des lieux qui est un peu désastreux, hein, quand on voit qu'au fond, il y en a qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Je crois que parmi les chefs d'État, d'ailleurs, ce sont essentiellement, beaucoup d'Africains sont là depuis 30 ans. Il me semble qu'il y en a 4. Il n'y a pas que des francophones, hein. Il y a des anglophones, il y a un hispanophone. Nguema est là depuis un bon bout de temps. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que les temps ont changé. Les temps ont changé. Il n'y a pas très longtemps, une époque où on manipulait à souhait les constitutions. Ce n'est plus véritablement le cas. C'est peut-être l'aboutissement d'un certain nombre de stratagèmes, l'aboutissement d'un certain nombre de manœuvres politiques, mais ça ne se fait pas facilement. Pardonnez-moi, mon cher ami qui est en face de moi, c'est le cas du Burkina Faso. Il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, quand Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir, Blaise Compaoré a déjà fait 4 mandats, autant que je sache officiellement. 2 mandats de 7 ans, hein, et 2 mandats de 5 ans, qui arrivent à expiration en 2016. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'époque, 2015, c'est exact, 2015. Donc qui arrive à expiration en 2015, ça signifie qu'à l'époque on le faisait très facilement. Mais depuis quelque temps, les sociétés africaines concernées, les sociétés nationales elles-mêmes concernées, la classe politique, mais surtout les sociétés civiles de ces pays réagissent beaucoup plus fortement que naguère. Je prends le cas du Sénégal. Souvenez-vous du Sénégal, où Abdoulaye Wade, en 2011, a procédé à un véritable tripatouillage de la Constitution, d'une part pour pouvoir faire sauter le verrou limitatif, et d'autre part pour pouvoir instaurer des clauses qui auraient assuré une succession dynastique, son fils sur un ticket, avec, comment dirais-je, une élection au premier tour, avec simplement 25% des suffrages exprimés. Ça, c'est pas passé comme ça. On a vu des dizaines, des centaines de milliers de personnes défiler dans les rues de Dakar avec la pancarte « Ne touchez pas à ma Constitution ». Et désormais, le mot « touche pas à ma Constitution », ce slogan, il figure. Il existe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Justement, simplement, on va y venir, comme ça, je vais juste vous interrompre un petit moment, on va y revenir, parce qu'on a le cas du Burkina Faso, où la rue est en train de grogner contre cette tentative. On va y revenir, professeur. On va y revenir. Je voulais juste que le confrère Joachim... Je ne veux pas du tout substituer complètement à lui, loin de cela, mais simplement, je veux dire que ce qui est intéressant avec le cas du Faso, c'est que c'est pas... Bon, c'est bien sûr l'affaire d'un chef d'État qui est là depuis 1987 de fait, et de droit 3 ans plus tard. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce cas nous intéresse d'autant plus qu'il montre à l'évidence les difficultés finalement des choses et l'environnement beaucoup plus complexe qui aujourd'hui entoure ce type de questions, qui naguère se passaient comme des lettres à la poste, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, merci professeur, merci beaucoup. Alors, Joachim,
Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce que c'est un mal exclusivement africain? La tentative de manipulation des constitutions, s'accrocher au pouvoir, est-ce que c'est exclusivement africain? On a vu les statistiques, on parle exactement de pays africains, mais vous pensez que c'est un mal congénital pour l'Afrique? Non, c'est pas un mal congénital, comme disait le professeur, c'est le mal de toutes les autocraties, c'est pas un mal congénital. Il y a des pays africains qui connaissent l'alternance, qui respectent la constitution, même s'ils ne sont pas nombreux, ça veut dire que c'est pas congénital. Si c'était congénital, tous les pays africains devraient passer par là. Mais bon, on connaît des pays comme, bon, évidemment l'Afrique du Sud c'est un cas exceptionnel, mais il y a le Ghana qui a donné un exemple d'alternance démocratique, le Sénégal, le Mozambique, ça existe. Donc c'est pas congénital. Je reviens un peu à ce que je disais, je pense que c'est un problème de leadership. Je vais raconter une histoire en 2000, lors de l'élection à Dakar, au Sénégal. Il y a un livre du général Lamine Cissé, qui s'appelle « Le carnet secret d'une alternance », dans lequel il raconte comment au jour le jour, à la minute près, comment il a tenu le président Abdou Diouf informé des résultats qui tombaient au fur et à mesure du dépouillement des votes. Et à un moment, il lui a dit, vu l'écart qui vous sépare de votre adversaire Abdoulaye Wade, vous ne pouvez plus le rattraper. Donc vous avez perdu. Et il y avait des partisans d'Abdou Diouf qui étaient prêts à faire un hold-up. Et Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, leur a coupé l'herbe sous les pieds en décrochant son téléphone. Il a appelé Abdoulaye Wade. Il lui a dit, monsieur le président, je vous félicite, vous avez gagné. Ouais, c'est le général Cissé qui raconte qu'il était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a organisé les élections. Donc je pense que là, on a un exemple de leadership. Je ne suis pas un politicien, je pense que les peuples, on les manipule, on a dit ça au début, comme on veut. On va dire aujourd'hui que le peuple a besoin que le président reste pour continuer. Demain, s'il n'est pas là, on va dire que le peuple l'avait rejeté. Et je pense que l'alternance, la culture démocratique va s'installer dans nos pays par les leaders. Je suis peut-être élitiste dans une certaine mesure, mais quand on prend la structure sociologique, intellectuelle de nos sociétés, je pense que le bon en avant ne peut venir que par l'élite. Et si l'élite donne l'exemple, comme ce qu'on a vu au Sénégal, avec effectivement la société civile qui s'était mobilisée contre le projet du président Wade, je pense que là, l'alternance intervient et il ne viendra plus à l'idée à quelqu'un au Sénégal de vouloir tripatuer la constitution pour vouloir changer. C'est la même chose au Ghana. Il ne viendra à personne à l'idée au Ghana aujourd'hui de vouloir modifier la constitution pour changer. Oui, merci beaucoup, chers confrères. Avant qu'on ne poursuive, laissez-moi aussi vous donner encore deux autres statistiques qui nous permettront d'être vraiment en plein dans le bain de ce débat. On sait aujourd'hui qu'après Ben Ali, Tunisie, et Yadema Père Togo, Paul Biya Cameroun, Omar Bongo Gabon, Mamadou Tandja Niger, Idriss Déby Tchad, Yoweri Museveni Ouganda, Abdelaziz Bouteflika Algérie, Ismaël Omar Guellel Djibouti, qui ont réussi à modifier leur constitution pour se perpétuer au pouvoir. La question va se poser pour les 3 prochaines années dans d'autres pays, notamment, surtout, au Burkina Faso. Oui. Sur cette question, quelle est votre réaction? Parce vrai. qu'on a déjà vu cette velléité qui s'est déjà exprimée et on a vu aussi la réaction des populations. Effectivement, au Burkina, il y a une opposition qui existe. C'est-à-dire, le chef de file de l'opposition, ça a été créé, il existe et c'est un leader qui lui a donné un nouveau souffle, Zéphirin Diabré, qui a travaillé, qui a été ministre des Finances sous Blaise Compaoré, qui a été président du Conseil économique et social, qui a démissionné, qui allait enseigner l'économie aux États-Unis, qui est revenu, qui a travaillé pour Areva et qui a créé son parti. C'est lui qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition et c'est lui qui mène effectivement la fronde au niveau des partis politiques. Mais, comme disait le professeur tout à l'heure, il y a aussi la société civile. Il y a des juristes qui s'expriment publiquement, qui prennent position. Il y a des associations de la société civile, des organisations des droits de l'homme, qui s'opposent justement à la modification de l'article 37. Et depuis quelques mois, il y a eu plusieurs manifestations qui drainent du monde, en tout cas dans la capitale. La dernière en date, c'était le 23 août, où l'opposition a manifesté massivement dans la capitale, à Ouagadougou. Mais ça n'a pas, si vous voulez, l'opposition a manifesté, mais pas plus tard qu'hier, le parti au pouvoir, le CDP, a introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale, justement, pour
Alors, enclencher le processus de révision de l'article 37. Donc, est-ce qu'on va dire que pour le Burkina, c'est perdu? C'est une cause perdue? Est-ce que le pouvoir va réussir forcément à arriver à ses fins? Oui. On va attendre voir, parce qu'il semble que, évidemment, les députés du parti au pouvoir, qui sont 70, ils ont voté en bloc, plus quelques alliés, mais il semble qu'il manque des voix, parce qu'il faut 96, 2 tiers des voix de l'Assemblée. Il y a 127 députés, donc les 2 tiers, il faut 96 députés pour faire voter la loi. Or, en l'état actuel, depuis hier, ils ne l'ont pas. Donc, actuellement, il y a des tractations pour rallier l'ADF RDA de M. Gilbert Ouedraogo. Quand vous dites hier, c'est ce mercredi 10 septembre, c'est bien ça. Oui, voilà. Ça a été. Donc, rien n'est gagné pour l'opposition, rien n'est perdu non plus pour la majorité présidentielle aujourd'hui. On attendra de voir. Ça, c'est la première étape. Si la loi passe au niveau de l'Assemblée nationale, il restera maintenant l'organisation du référendum. Et là, l'opposition, qui est très, très organisée, avec le soutien de la société civile, a affiché ses intentions de tout faire pour s'opposer à ça. Merci, professeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Moi, je crois que mon ami en face, qui connaît mieux que moi, très certainement, la situation intérieure au Burkina, a, je crois, poser véritablement le débat. C'est un manque de leadership, mais j'irai plus loin. C'est la promotion, le développement, le renforcement de la culture démocratique. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens de la ville comme de la campagne ne sont plus comme avant, soumis à une espèce d'obligation, comment dirais-je, de résignation face à des pouvoirs qui étaient les pouvoirs autocratiques, qui détenaient quasiment tous les leviers. Aujourd'hui, au Burkina, nous sommes en 2014, Blaise Compaoré ne fait pas ce qu'il faisait à partir de 1987, ce qu'il faisait tout au long de la décennie 2000, tout simplement parce que les choses bougent, les choses évoluent. Aujourd'hui, vous avez affaire, et il le sait, au Burkina, à un régime sans aucun doute qui a un nombre important de députés, peut-être suffisant pour modifier la Constitution et donc permettre précisément que saute la fameuse clause limitative du nombre de mandats, mais pour autant il n'aura pas mis fin à comment dirais-je, à l'espèce de traînée que provoque précisément cette volonté populaire, en tout cas d'une grande partie des Burkinabés, je dis bien d'une grande partie des Burkinabés, pas de ceux qui les représentent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de vouloir que les choses changent, et je dis ça parce qu'au fond, c'est un pouvoir aujourd'hui qui est sérieusement ébranlé. Ce n'est plus le pouvoir d'avant, c'est un pouvoir qui a été quand même sérieusement secoué par comment dirais-je, des mouvements sociaux, par des mouvements militaires, par des ruptures à l'intérieur même du parti politique dominant jusque-là, le CDP. Donc c'est aujourd'hui, au fond, le socle même du régime burkinabé qui est véritablement en cause et qui est en question et qui véritablement peut-être risque de produire des effets qui sont aujourd'hui pas suffisamment cernés, parce qu'on n'a pas les moyens de les cerner complètement, mais je doute fort que cette opération passe comme une lettre à la poste. Je doute fort que cette opération passe comme une lettre à la poste. On l'a vu pour la précédente élection présidentielle, qui a été chaotique, qui a entraîné des tas de soulèvements, fussent-ils même localisés, et des soulèvements ou des mutineries ou des jacqueries véritablement, qui ont en fait dépersonnalisé un petit peu affaibli, on va dire même. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, affaibli, je cherche un autre mot pour qualifier la situation actuelle. Elle est aujourd'hui absolument, par certains côtés, totalement intenable. Totalement intenable. Et il va falloir, sans doute, pour le pouvoir, forcer les choses, forcer peut-être, au fond, la volonté populaire, et aboutir à cela. Et ça ne sera pas, en tout cas, me semble-t-il, sur le plan politique, une véritable promenade de santé pour Blaise Compaoré, s'il obtient cette satisfaction qui sera uniquement une satisfaction fournie par une assemblée qui n'est pas aujourd'hui véritablement représentative de la volonté de la majorité des Burkinabés. C'est mon opinion, bien évidemment. Merci, professeur. Alors, parmi ces chefs d'État qui sont presque en fin de mandat, l'un d'entre eux, M. Thomas Boni-Yayi, a donné récemment il a presque prêté serment, on va dire ça comme ça. Il était sur un plateau de télévision et le journaliste qui l'interviewait lui a posé la question de savoir si il allait se représenter à la fin de son mandat. Et il lui a dit qu'il n'en était pas question,
il jurait sur tous les dieux, sur toutes les têtes du monde, qu'il n'allait plus jamais chercher à modifier quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre de déclaration? Il ne s'agit pas de faire confiance à tel ou tel chef d'État. Je crois que mon ami est complètement d'accord avec moi. Je m'excuse, c'est le droit d'aînesse, je prends la parole tout de suite directement. C'est absolument, mais merci. C'est pas une question de est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, est-ce qu'il est sincère ou pas. C'est que Boni Yayi ne peut pas faire autrement. Tout à l'heure, mon ami disait, regardez ce qui se passe au Ghana, regardez ce qui se passe au Sénégal, regardez ce qui s'est passé même, allons plus loin, dans un pays qui est aujourd'hui malheureusement, fort heureusement remis en scène, le Mali. Il y a donc eu des alternances qui se sont faites dans la douceur et sans véritablement qu'il y ait des comment dirais-je, des problèmes sérieux ou même des contestations. Il n'y en a pas eu du tout. Il y a même eu des contentieux qui ont été portés devant le juge électoral. Alors donc ça montre bien l'avancée, en tout cas démocratique, d'un certain nombre de ces États. Mais dans le cas du Bénin, il ne peut pas faire autrement. Le Bénin, tout à l'heure on a cité un certain nombre de pays, le Bénin est un exemple en la matière. Le Bénin est un exemple, voilà un pays qui a instauré un régime présidentiel, ça signifie avec bien sûr la règle de séparation des pouvoirs, un chef d'État qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que dans les textes et dans la pratique que certains d'entre eux qui semblent être beaucoup plus présidentialistes. Et puis il y a surtout une Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle qui est en quelque sorte la gardienne de la Constitution et de la bonne application et de la bonne exécution surtout des dispositions constitutionnelles. Oui, mais professeur, c'est pas la Cour constitutionnelle qui... Si, on ne peut pas au Bénin, parce que tout simplement, je veux dire pourquoi, c'est pas la Cour constitutionnelle, c'est que derrière la Cour constitutionnelle, il y a les Béninois. Les Béninois ont considéré que la conférence nationale de 90 avait en quelque sorte instauré un pacte politique et social incarné par ce fameux régime, l'alternance réussie depuis l'élection de 91 avec Soglo, ensuite Kérékou et puis bien évidemment Boni Yayi. Donc ce peuple justement, ces Béninois, ce sont eux qui sont les gardiens de fait du respect de la Constitution. Et chaque fois que Boni Yayi et son prédécesseur d'ailleurs avaient soulevé la question de savoir s'il fallait pas toiletter la Constitution, ben, tout le monde protestait, tout le monde descendait de la rue, ne touche pas à ma Constitution. Donc si vous voulez, il faut créer, notre ami disait un leadership, je partage complètement, mais il faut voir un peu créer un climat aussi, qui soit un climat où les règles démocratiques sont posées et sont censées être respectées précisément par les dirigeants. Merci beaucoup. Oui, Joachim. Oui, justement, pour le cas du Bénin, je suis comme le professeur, je ne suis pas inquiet pour le Bénin. Je ne suis pas inquiet parce que ce n'est pas une question de confiance, mais le président Yayi Boni n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de respecter la Constitution. Il a essayé. Et il a vu qu'il y a les syndicats, même dans son propre camp, il y a des gens qui se sont opposés. Il y a des juristes qui se sont opposés, qui se sont exprimés clairement pour dire il y a l'Église catholique qui est intervenue. Donc, il a tâté le terrain, je pense qu'il a vu qu'il ne pouvait pas. Il a fait une promesse même devant le pape. Donc, s'il respecte, tant mieux. Mais pour le cas du Bénin, je ne m'inquiète pas. Pas plus que je ne me suis inquiété pour le cas du Sénégal lorsque le président Wade avait essayé parce qu'il y a une société civile qui est là, parce qu'il y a un terrain politique qui est bien structuré. Et ça ne m'inquiète pas, comme au Congo-Brazzaville par exemple. Là, le Congo-Brazzaville, si on va dans ce sens, il est bien évident que l'opposition n'est pas assez organisée pour faire face à, si le président Sassou décide de modifier l'article qui saute la limitation des mandats, évidemment il va y parvenir, parce que l'opposition n'est pas assez organisée. Il n'y a pas une société civile assez forte comme au Sénégal ou au Bénin. Oui. Je pense que la question du respect des textes vient aussi de ça. Quand il y a une société civile qui est forte, qui est organisée, qui est structurée, ça encadre un peu plus les dirigeants. Ils n'ont pas le choix que de respecter d'une certaine manière les textes. Alors justement, professeur, avant que vous n'interveniez, le mal principal, ou alors le grief principal qui est fait contre les constitutions, c'est que très souvent, elles sont taillées à la mesure des individus et elles sont aussi souvent faites pour exclure d'autres personnalités. Voilà les griefs qu'on soulève très souvent. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, à l'époque, l'ex-premier ministre actuel, chef d'État, estimait que la Constitution était faite
contre sa personne et qu'elle était faite justement pour l'empêcher d'être candidat. Voilà le grief principal qu'il faisait à ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Oui, alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? C'est vrai pour les anciennes constitutions. On parlait tout à l'heure, Joachim parlait tout à l'heure du Congo-Brazza. L'histoire du Congo-Brazza est parsemée, elle est jalonnée de coups de force, de coups d'État, d'assassinats. La vie politique n'a jamais été une vie politique apaisée. Il n'y a pas de climat, et la population compte aussi, elle n'a pas été elle-même véritablement imprégnée de ces fameux principes et valeurs démocratiques. Mais ça peut venir. Moi, je crois que le Congo-Brazza, vous avez raison de le dire, n'est pas malheureusement aujourd'hui apte, en tout cas dans son essence populaire, à s'opposer à une volonté qu'il traduira par les actes, Sassou Nguesso, de rester au pouvoir. Il va s'accrocher le plus longtemps possible jusqu'au jour où il tombera dans un piège qui lui sera tendu par des adversaires qui n'attendront pas que s'exprime la volonté populaire. Vous voyez très bien de quoi je parle. Mais pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, la fameuse constitution je crois que c'était la constitution de 2000, oui, je crois que c'était l'article 35 de la constitution, qui n'excluait pas de fait Ouattara en tant que tel, qui posait les principes. Une constitution qui avait été, du reste, adoptée, il ne faut jamais l'oublier, à une majorité écrasante, et avec le oui, justement, qui avait été demandé par les responsables du parti de Ouattara. Le RDR avait dit qu'il fallait voter donc pour cette constitution. Ne revenons pas à la situation ivoirienne, mais je voulais simplement dire que on a vu aussi que la Côte d'Ivoire a vécu des événements extraordinaires. Où on a eu affaire tout simplement à des accords qui ont été mis sur pied par l'ancienne puissance coloniale et qui ont prévalu sur les dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire on a eu des constitutions de fait de crise qui étaient supérieures aux constitutions adoptées par le peuple. Vous voyez, je veux dire, donc on est véritablement... Ce sont des situations qui varient, mais encore une fois, tout dépend bien sûr du peuple et du degré de politisation de la société nationale en tant que telle. Et ça, c'est un comment dirais-je, un objectif que doivent se fixer les forces politiques. Mais n'oublions pas aussi, dans des pays, regardez le Niger. Un exemple comme celui du Niger doit amener à réfléchir Blaise Compaoré et les autres. Et ça a été exactement le même schéma. Tanja a voulu bien évidemment se présenter pour un troisième mandat, faire sauter la clause. Ça n'a pas, la Cour constitutionnelle s'y est opposée. Il a dissous la Cour constitutionnelle, il l'a changé. Et pour pouvoir contourner l'obstacle de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu organiser un référendum. Et la même Cour, bien sûr, mais c'est ça. Mais la même Cour constitutionnelle l'a déclaré inconstitutionnelle, bien sûr, comment dirais-je, cette voie de portée, en tout cas devant le peuple. Et pour autant, personne quasiment n'avait voté. L'abstention a été massive. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 jours ou 3 jours après? Il y a eu un coup d'État militaire. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on a aujourd'hui encore beaucoup comment dirais-je, d'obstacles. Sans doute l'Afrique a encore beaucoup d'obstacles à franchir pour mettre fin à ces fameuses, faut les appeler ainsi, des dynasties, des régimes pérennes. Je dis toujours qu'en Afrique centrale, je crois les 3 ou 4 régimes totalisent à eux seuls 2 siècles d'exercice du pouvoir. Exactement. 2 siècles d'exercice du pouvoir. Ça ne peut pas durer. Oui, professeur, oui, merci. Justement, ça ne peut pas durer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette constitution taillée sur mesure? Taillée sur mesure... justement, on l'a fait souvent pour exclure certaines personnes, certaines personnalités. Non, ce n'est pas toujours le cas. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, oui. On peut penser que c'était pour exclure Ouattara à l'époque, mais dans la constitution burkinabé ou du Congo ou du Bénin, il n'y a rien qui laisse penser qu'on vise quelqu'un de particulier pour l'exclure. Donc, mais tout le problème, à mon sens, réside dans le fait que c'est peut-être un débat plus large. Ces constitutions ont été calquées sur peut-être des sociétés qui n'expriment pas réellement leurs aspirations. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'État importé ». Je pense que là, on est dans le cas d'un État importé, l'État colonial, de type colonial, l'organisation de type colonial, avec un pouvoir politique moderne qui n'est pas en adéquation avec les sociétés traditionnelles. Moi, je suis du Burkina Faso, je suis du plateau central, où il y a le royaume aussi qui est très puissant.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans la crise, les leaders politiques de la majorité comme de l'opposition, d'ailleurs, ils vont voir les chefs traditionnels. Depuis une semaine, ils ne font que ça. Je vais voir le Moro Naba aujourd'hui, demain c'est l'autre qui va voir le Moro Naba. Je vais voir le chef de... Et donc on a une sorte de dichotomie entre un pouvoir moderne et puis une réalité traditionnelle, une société traditionnelle qui n'est pas totalement en phase avec les textes modèles. Est-ce qu'il faut revenir à une organisation de type traditionnel? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je reviens à mon concept de leadership. Je pense que c'est aux leaders, aux élites, ça prendra du temps de donner l'exemple dans la conduite et de tirer le peuple vers le haut plutôt que de revenir en arrière. Alors, justement, professeur, quand vous parlez tout à l'heure, vous avez évoqué ces chefs d'État qui s'étaient mis d'accord et qui finalement se font éjecter. Est-ce que dans le cas d'espèce, on doit saluer les coups d'État? Non, il ne s'agit pas de saluer les coups d'État. Les coups d'État sont à bannir. Ce sont des ruptures, comme on dit, de la légalité constitutionnelle, comme le sont les reconductions contre la loi fondamentale. On la manipule, ça aussi, c'est une forme de rupture de la légalité constitutionnelle. C'est la même chose. Le coup d'État est fait par des militaires poussés par des civils, et les autres, c'est les civils qui le font, ceux qui sont au pouvoir, soutenus sans doute par une partie de l'armée ou une partie, en tout cas, des forces armées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je voudrais simplement dire que nous parlions tout à l'heure, pour terminer juste sur la Côte d'Ivoire, et je reviendrai sur la question que vous avez posée, est-ce que c'est taillé, est-ce que c'est toujours taillé sur mesure? Non, et là, je suis complètement d'accord avec mon ami, c'est que c'est pas taillé sur mesure. Souvenez-vous, les indépendances 60, ils ont copié la constitution de la Ve République de 1958, qui garantit tout, les libertés, la responsabilité gouvernementale, la suprématie du suffrage universel et tout. Et les constitutions ont été considérées par les dirigeants, alors, avec le soutien des anciennes puissances coloniales, comme des chiffons de papier. C'est-à-dire qu'on a instauré le régime de parti unique, alors que la Constitution prévoyait au départ, les constitutions, ce n'étaient pas des constitutions taillées sur mesure, c'est eux qui les ont taillées. Petit à petit, ils les ont cisaillés, ils les ont, comment dirais-je, brisés, et ils ont en quelque sorte personnalisé tout simplement l'exercice du pouvoir. Et pour aller encore plus loin, il faut savoir que, par exemple, dans des pays, il y a des pays où pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de constitution. Le cas du Bénin. Il y a eu X coups d'État, et puis un beau jour, tout simplement, le pays a été dirigé à travers tout simplement des ordonnances. C'est les ordonnances qui régissaient le fonctionnement institutionnel du pays. Donc, ce que je veux dire, attention, c'est que il y a toujours, si vous voulez, l'aspect autocratique qui caractérise un nombre important de chefs d'État. Vous parliez tout à l'heure de la chefferie. C'est vrai que Blaise Compaoré s'appuie, vous le savez 1000 fois mieux que moi, sur son armée qui est aujourd'hui fatiguée, et assez fracturée, s'appuyer sur le social en quelque sorte. Et là, on a vu qu'il y a eu des grèves et des soulèvements, il y a eu des certain nombre de mouvements quand même sociaux, et s'appuyer aussi sur la chefferie traditionnelle. Mais c'est le cas au Sénégal. Les chefs des communautés religieuses, que ce soit Mourite et Tidjane, les confréries, elles sont puissantes. Je vous assure, quand vous voyez le pèlerinage à Touba ou le pèlerinage à Tivaouane, ça draine des centaines de milliers de personnes. Mais pour autant, à côté de leur allégeance, dans ce cas précis religieuse, allégeance à la chefferie traditionnelle, il y a aussi, ma foi, la vision politique qu'on peut avoir. Ce sont des citoyens auxquels on dit qu'il y a des règles de fonctionnement de l'État, que le chef de l'État doit les respecter, et quand ils instaurent ce fameux pouvoir personnel qui fait fi des textes constitutionnels, ces chefs d'État, et ils exercent tout simplement un pouvoir autocratique, tout simplement autoritaire. Pardonnez-moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai, il y a la Constitution, on a changé de président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a été renouvelé, mais au fond, aujourd'hui, c'est une institution, pardonnez-moi l'expression, parce que l'essence démocratique ne figure pas, qui est à la botte du pouvoir exécutif, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc c'est comme on me l'a dit, il y a aujourd'hui un mouvement qui tend en quelque sorte à considérer la Constitution comme une institution ou comme comment dirais-je, un acte
qui doit être respecté, et je prends le cas. Justement, professeur, sur ce point précis, on va revenir à un autre cas. Quelle est la part, parce que justement, ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, ils finissent toujours par avoir, on va le dire comme ça, le soutien des Occidentaux. Alors, quelle est la part des responsabilités, pour revenir à notre thème, la part des responsabilités des chefs d'État occidentaux qui soutiennent ces chefs d'État? Parce qu'on les voit dans les grandes réunions ici, un chef d'État qui est arrivé au pouvoir après avoir modifié la constitution de son pays X fois, qui est reçu avec tous les fastes dans les pays occidentaux. Évidemment, c'est un tapis qu'on lui déroule et on lui donne l'occasion d'aller jusqu'au bout de sa façon de faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va commencer par Joachim. Oui, mais bon, enfin, mon avis, c'est qu'il n'appartient pas aux chefs d'État occidentaux d'imposer ou de la démocratie pas plus qu'ailleurs qu'en Afrique. Bien sûr. Ils affirment leurs principes. Nous souhaitons qu'il y ait la démocratie. Mais je veux dire, il ne peut pas intervenir un président qui arrive. Un président qui arrive après avoir modifié X fois la constitution de son pays, il est toujours le bienvenu en Europe, c'est ça? Enfin, pas toujours le bienvenu, mais les gens, ils font avec ce qui existe. Ils font avec ce qui existe, avec ceux qui défendent aussi leurs intérêts. Donc, on arrive à ça. Oui, mais ce que je crois, mais tout ce que vous dites est très juste, hein, et Joachim et moi partageons cet avis, c'est que aujourd'hui, par exemple, c'est de notoriété que les États-Unis, par une voix officielle, ont dit que Kabila, fils, ne doit pas se présenter pour un nouveau mandat. Oui, John Kerry l'a dit. Absolument, on lui oppose le fameux article, c'est l'article 220, je crois. L'article 220, c'est-à-dire c'est ce qui est important, vous voyez. Je crois que c'est un état des lieux qui est aujourd'hui dans le fonctionnement. Dans comment dirais-je, les règles ne sont pas très claires, on le voit, puisqu'il y a des chefs d'État qui sont là depuis tant d'années, mais il y a aujourd'hui, à l'évidence, des forces contraires. Et quand on voit les États-Unis dire ça, quand on voit les gens bouger, se promener, et brandir des pancartes, touche pas à ma constitution, on n'a jamais vu ça avant. Donc c'est une évolution très positive. Quant aux puissances extérieures, vous savez, elles font avec. L'essentiel pour ces puissances extérieures, c'est que, ma foi, dans un équilibre qui était extraordinairement précaire, dans un contexte économique un peu fragile, il y a des intérêts, hein, pardonnez-moi, le gars de la France n'ira pas voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pourrait voir ce qui se passe ailleurs, n'est pas allé voir ce qui se passe à Djibouti, hein. Omar Guelleh, il fait n'importe quoi. Il a bâclé, rebâclé, tripatouillé la Constitution. Or, là-bas, c'est un rôle stratégique que joue ce pays, que ce soit la France ou les États-Unis. Il y a une présence militaire américaine extrêmement importante. On est dans l'océan Indien, dans l'océan, justement, dans une mer qui est extraordinairement dangereuse, où sévissent toutes sortes de terrorisme, etc. Donc, je crois franchement qu'il appartient, me semble-t-il, aux nationaux eux-mêmes de se prendre en main, de prendre leur destin en main. De prendre leur destin en main, justement. Alors, donc, quel est le remède? Oui. Quel est le remède qu'il faut essayer? Y a-t-il un remède à tout ça? Enfin, juste pour ajouter sur le cas des États-Unis, c'est intéressant de voir que John Kerry, qui est le secrétaire d'État, il était à Kinshasa, il a bien sermonné, c'est le mot qu'il faut utiliser, Joseph Kabila, pour lui dire non, tu respectes la Constitution. Mais en même temps, aux États-Unis, lors du dernier sommet Afrique-États-Unis, il a félicité le président Compaoré pour le rôle qu'il joue en Afrique de l'Ouest. Bon. Mais comment vous qualifiez ça? Comment vous jugez ça? Je pense que les Américains estiment qu'il joue un rôle qui les intéresse, qui leur est utile, et que, bon, ils vont peut-être pas le soutenir ouvertement comme ça pour rester, pour modifier la Constitution, mais ma foi, s'ils se débrouillent pour rester, c'est pas eux qui viendront fouiner. Mais écoutez, je crois que c'est à peu près ça. Joachim a dit l'essentiel. Je ne ferai que broder à côté. Blaise Compaoré, tout le monde sait le rôle qu'il a joué depuis 20 ans. Quand la mort d'Houphouët-Boigny, il a voulu jouer un peu le relais de l'influence politique française en Afrique de l'Ouest. Et il a été le premier à soutenir, comment dirais-je,
Taylor au Libéria en 89, il est parti de là, et puis c'est devenu progressivement, le Burkina Faso est devenu progressivement une plateforme stratégique pour les pays occidentaux. C'est là qu'il y a une présence importante des forces spéciales françaises, il y a également une présence des forces spéciales américaines. Qu'est-ce qu'ils ont de temps en temps à ce moment-là? Est-ce que l'intérêt des Burkinabés passe avant les leurs? Pour les Américains, non. Pour les Français, non. C'est aux Burkinabés, précisément, de faire passer leurs intérêts avant, quitte ensuite à ce qu'ils décident de leur avenir ou de l'avenir de leurs relations avec tous ces pays. Voilà. Oui, je crois que c'est clair. Je crois que tout est dit, le sujet est vaste et on ne finira pas de l'éplucher. Mais avant qu'on arrête, on finisse cette émission, on va donner la parole à nos deux invités qui vont donner leur mot de fin, parce que l'émission est... On va revenir sur ce sujet une autre fois. On va commencer par Joachim. Joachim, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet et quel est votre mot de fin? Je vais conclure, pour ne pas conclure, en m'appuyant sur le cas du Burkina. Je pense que le président Compaoré a traversé plusieurs crises et à chaque fois il s'en est sorti. Là, il y a quelque chose de nouveau parce que son parti a explosé. Il y a en tout cas une bonne partie de leaders de son parti qui ont quitté, qui sont allés créer un nouveau parti qui s'appelle le Mouvement du Peuple pour le Progrès, animé par Christian Kaboré, qui était président de l'Assemblée nationale, président du parti, ancien Premier ministre, Salif Diallo, qui est son bras droit depuis 1987, l'ancien maire de Ouaga, Simon Compaoré, qui était maire pendant 17 ans, donc qui sont allés créer avec pas mal de cadres du parti au pouvoir un nouveau parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, c'était en janvier, et qui sont venus renforcer donc le camp des contestataires. Donc la chose risque d'être un peu plus compliquée pour lui, mais tout le monde le sait, c'est un redoutable compétiteur, on va dire ça comme ça. Rien n'est gagné, rien n'est perdu pour lui. Il y a aujourd'hui une sorte de d'optimisme, à mon avis, qui est peut-être surfaite. Superfétatoire. Voilà. Et il faudra attendre le dernier mot pour voir. Compaoré n'a pas dit son dernier mot. Merci Joachim Vokouma, merci, c'est notre confrère du Faso.net. Merci d'être passé nous voir et merci d'avoir participé à ce débat. Merci. On va laisser le dernier mot et le mot de fin certainement au professeur. Oui, dire que c'est une question, vous savez, c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Il y a 20 ans, 30 ans, on aurait parlé des questions constitutionnelles, des mandats qu'il faut limiter, du respect des mandats. Même dans le cas du Bénin, on nous aurait ri au nez. Hein. Le Bénin était plongé dans les conflits les plus invraisemblables. Il y avait des régimes, je disais tout à l'heure, qui étaient tout simplement fondés sur des ordonnances provisoires. Il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas de multipartisme et tout. Aujourd'hui, les choses sont quand même autres. Il y a des avancées démocratiques dans la plupart de nos pays africains. Elles ne se sont pas toutes traduites par des modifications telles que celles qui permettraient de promouvoir l'alternance au pouvoir à intervalles réguliers, à échéances régulières, c'est évident, à échéances, je dirais, républicaines. Mais pour autant, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Vous avez vu Bodi Yayi, il sait très bien qu'il est traqué. Il ne peut rien faire que d'aller jurer et quasiment sur je ne sais quel livre saint en disant je partirai une fois mon mandat achevé. Et puis dans le cas de Blaise Compaoré, je n'ai pas la connaissance du terrain de notre ami, mais pour autant je connais un petit peu. Il a des armes redoutables. Il a toujours eu des armes redoutables et parfois violentes. Hein. Mais cette fois-ci, je crois qu'il réfléchira. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il adoptera comme attitude, qu'il réfléchira à 2 fois avant d'utiliser les méthodes qui étaient les siennes il y a 20 ans, et que pour avancer dans le sens qu'il souhaiterait, c'est-à-dire avoir un nouveau mandat, il faudra sans doute qu'il soit un véritable acrobate politique et peut-être aussi pouvoir concilier sa position extrême avec celle des autres. Tout à l'heure, il parlait de ceux qui l'ont quitté. Ceux qui l'ont quitté, si on y ajoute l'opposition Diabré et tous les autres, j'ai envie de dire ceux qui ne se sont pas exprimés, eh bien, il aura beaucoup à faire et je vous assure qu'il sortira essoré politiquement. Merci professeur Albert Bourgi et merci Joachim Vokouma, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Téléspectateurs de 20 News TV, merci aussi pour votre fidélité et merci surtout à l'équipe technique en régie et nous vous faisons un grand coucou pour
cette émission et on se retrouve pour une prochaine émission. Ce sera dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci bien. C'était très bien.